DH Football Club, le décrassage. Bonjour à tous et bienvenue dans le DH Football Club pour déjà le deuxième épisode de la saison 2025-2026 du décrassage après la deuxième journée du championnat de Belgique, avec comme toujours un casting très fort et très puissant à côté de moi. Tout d'abord, celui qui continue week-end après week-end à aller dans ses vieux grimoires, ses vieilles archives chez lui. La semaine passée, c'était pour trouver la dernière victoire du Standard à l'extérieur. Et cette fois, il a dû aller voir de quand datait la dernière victoire du Standard à Sclessin. C'est Frédéric Bleu. Salut Fred. Salut. Et ce n'était pas encore ce week-end la première victoire du Standard à Sclessin. Il faudra attendre peut-être dimanche contre Genk. On rappellera la date juste après. Et puis celui qui a vu jeudi Anderlecht être la risée de l'Europe. Et puis celui qui a vu dimanche Anderlecht être au top du championnat de Belgique, c'est Yves Teldeman. Salut Yves. Salut Christophe. Et enfin, celui qui a vécu une semaine noire au Pays Noir, c'est Julien Parzinski. Salut Julien. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Et vous le savez, on ne change pas une formule qui gagne. L'important, c'est les 3 points dans le décrassage. L'important, c'est les 3 points. Alors Fred, justement, on avait teasé, on va répondre à la question. De quand date la dernière victoire à Sclessin ? Le 26 janvier contre Dender. Tiens. Ils auraient pu remettre le couvert, comme on dit. Ils ont mené, mais malheureusement, ils ont été repris. Mais finalement, le Standard n'a pas été battu, est toujours invaincu cette saison. 4/6, ce n'est pas un bilan catastrophique. Mais on se dit, en voyant le match, en se rappelant de la deuxième mi-temps à la Louvière, qui était quand même pas non plus brillante, qu'est-ce qui manque encore à ce Standard alors qu'on entre dans le mois d'août, le dernier mois du mercato ? Mais en fait, ça dépend déjà de où on veut placer le Standard dans le classement. Est-ce que c'est une équipe qui est attendu dans le top 6 ou à la lisière du top 6. Et ce qui lui manque, Mircea Rednic l'a déjà dit, au moins un attaquant, parce qu'il regrette de devoir faire jouer Thomas Henry l'intégralité des rencontres. Henry n'est pas encore prêt physiquement à enchaîner les matchs, donc il y a éventuellement le risque de blessure, et puis forcément au cours du match il commence un peu à tirer la langue. Donc il manque certainement un attaquant. Beaucoup disent que le retour de Nielsen au milieu doit changer un peu la physionomie et le visage un peu de cette équipe sur la manière dont elle peut être un peu plus solide, avec Ilaï Maritrek qui a été assez bon contre Dender. En première mi-temps, je pense que c'est le seul qui a un peu sorti la tête de l'eau. Est-ce que le seul Nielsen peut changer toute la face d'une équipe ? J'ai quand même quelques doutes. Qu'est-ce qui manque aussi ? Peut-être un peu plus de sérénité derrière. Omaou est un bon défenseur, mais qui a parfois tendance à avoir des absences sur des relances ou un déchet technique qui peut faire défaut. Et alors, un peu plus de précision dans les centres, parce que l'air de rien, 23 centres samedi. Le but vient d'un centre, mais 23 centres, seulement 4 réussis, c'est quand même pas énorme. Donc il manque encore quelques petites bricoles, quoi. Parce que de là, pas pouvoir battre Dender, qui est quand même considéré comme un des candidats à la descente, s'il y a descendant cette saison-ci. Et Dender, qui méritait son égalisation, voire qui n'aurait pas été un scandale qu'il s'impose. Dender aurait même pu mener avant la mi-temps. Il y a un élément qui peut être mis au débours du Standard, c'est que c'est une équipe en reconstruction, là où Dender est une équipe qui a peu changé cet été. Qui tourne bien. Ouais. Donc il y a déjà ces automatismes. Rednic a expliqué après le match qu'il attendait de ses arrières latéraux d'aller mettre la pression un peu plus haut, ce qui n'a pas été fait par Calu et Fossi. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que la première mi-temps, globalement, ça n'a pas été bon. Et Rednic a peut-être fait sa première erreur de la saison en titularisant Karamoko plutôt que Sahabo, qui avait été bon, surtout en première mi-temps, à la Louvière. Et on a vu avec la montée de Sahabo qu'il y avait aussi une autre dynamique. Après, et la montée de Messatou aussi, on sent qu'il a quelque chose, qu'il apporte peut-être un peu de la créativité qui parfois manque dans cette équipe. Il s'est créé 2 occasions sur le peu de temps qu'il est monté au jeu, mais c'est vrai que lui, pour le moment, n'est pas encore manifestement un titulaire aux yeux de Rednic. Alors, on ne sait pas trop comment il veut l'utiliser. À partir du moment où il a Marco qui est un peu son dépositaire au milieu, il y aura le retour de Nielsen, donc on ne sait pas trop comment il va utiliser Messatou. Et est-ce qu'il ne manquerait pas aussi peut-être un joueur attaquant à droite ? Parce qu'on voit qu'il a mis Mort à la fin du match à droite, qui est quand même moins bon à droite. Saïd, parce que lui doit jouer à gauche. Et donc, on a l'impression que là, il manque peut-être encore... Est-ce qu'il y a encore dans le noyau peut-être quelqu'un qui pourrait utiliser cette place-là ? Abid avait joué à ce poste-là, mais ça n'avait pas été très bon à la Louvière. Mort
a plus un profil d'ailier, plus que vraiment attaquant. Il a été un peu plus haut, c'est vrai, sur la fin du match. Il manque peut-être... Alors peut-être que l'attaquant que veut Rednic devra avoir cette double faculté, à savoir jouer devant comme Henry pour faire souffler Henry et jouer sur le côté. C'est un profil qui paraît un peu compliqué à avoir. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont aussi essayé d'avoir Bertaccini, mais que financièrement c'était impossible? C'est ce qui se dit. Marc Wilmot a essayé beaucoup de choses. Donc, étant qu'il est... Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Donc, il a peut-être essayé, mais c'était un peu de toute façon trop cher. C'est vrai. Julien, en plus, le Standard a commencé par 2 matchs abordables, mais maintenant c'est un sacré programme. Il y a Genk, puis c'est l'Union. C'est ça, Fred, je pense, pour ne pas me tromper. C'est contre Genk dimanche et puis à l'Union le samedi suivant. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression, on se dit Dender, limite... On peut s'estimer heureux qu'ils aient fait match nul, mais normalement, des matchs comme ça, si tu veux être candidat au top 6, ça doit être 6 sur 6 directement. On a vu, la Louvière, c'est quand même une bonne équipe qui a bien résisté à Gand samedi. Mais ouais, le calendrier était abordable sur ces 2 premiers matchs. Et après, faudra pas regretter ces 2 points perdus, mais la saison est encore longue. Et ils ont prouvé aussi l'année passée qu'ils savaient aussi battre les grands du championnat. Je me souviens notamment d'un début de saison contre Bruges où ils avaient gagné à Sclessin. Donc, mais ouais, en effet, c'est 2 points de perdus à domicile contre Dender. Même si Dender a gardé son ossature, c'est vrai que si on a envie d'avoir des ambitions, il faut gagner à domicile tout le temps. Et justement, tu parles de domicile. Un dernier petit point. Donc, le prochain match, c'est contre Genk à Sclessin. De la télévision, beaucoup de gens se sont fait la réflexion, je dois dire que moi aussi, il y avait assez peu d'ambiance. Alors qu'on a parlé de... Est-ce que toi, tu as eu ce ressenti dans le stade? Au stade, il y avait une bonne... On entendait assez peu... au stade, il y avait justement une bonne ambiance. C'était surtout en début de match. D'ailleurs, les 10 premières minutes, j'ai plutôt l'impression que l'équipe est portée par cette ambiance, parce que leurs 10 premières minutes ne sont pas trop mauvaises. Puis petit à petit, ça se perd. Ouais, le rythme est retombé. Le rythme est retombé, merci. Et c'était pas des grands matchs ce week-end, je trouve. Non, effectivement, il fallait pas. Il n'y avait pas beaucoup d'ambiance non plus à Bruges, au Jan Brellel Stadium pour Cercle Anderlecht. On va en parler maintenant. Alors Yves, Anderlecht est seul en tête, si on avait dit ça jeudi soir, mais je ne suis pas certain que ça console beaucoup les supporters qui étaient très fâchés après l'élimination contre les Suédois de Haken, faut dire. C'est Haken, je crois. Voilà. En tout cas, on ne devra plus les prononcer maintenant, puisque ce sera Sheriff Tiraspol en Ligue Europa Conférence. Mais Anderlecht est en tête du championnat et on se dit finalement que Anderlecht fait des matchs très contrastés. Ils ont quand même largement dominé Westerlo, qui s'est en plus racheté derrière, qui a montré qu'il y avait une bonne équipe contre Zulte Waregem. Et puis, ils gagnent quand même méritoirement au Cercle, sans briller, mais quand même. Et en même temps, ils sont éliminés en Europe. Et Asie change beaucoup l'équipe. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'Asie trouve son 11 type maintenant et le garder? En fait, il a fait comprendre que ici, pendant le mois d'août, que c'était impossible de ne pas faire de tournante. Tellement il y a de matchs et tellement ces joueurs ne sont physiquement pas encore prêts, parce que la préparation n'a pas été super longue, qu'il y a des gars qui sont arrivés plus tard, et que donc il est obligé de le faire. Il a expliqué aussi pourquoi il n'a pas mis Torgan Hazard, qui avait quand même été l'homme du match contre Westerlo, à Haken. Et hier aussi. Et homme du match, plutôt hier aussi. Et hier aussi. Ouais. C'est parce que Torgan lui-même avait demandé de ne pas devoir jouer à Haken parce que c'était un terrain synthétique, et vu qu'il s'est déchiré les ligaments croisés, pas sur un synthétique, mais quand même qu'il y a plus de risques sur un synthétique, il a demandé de ne pas jouer. Donc il est monté en fin de match. Finalement, il a quand même dû jouer les prolongations. Mais ça, c'est une des explications. Mais donc, il veut faire tourner son équipe, et à terme, il veut évidemment avoir une équipe type, mais ça, ce sera pour le mois de septembre ou octobre. Parce qu'il y aura aussi beaucoup de matchs théoriquement, s'ils arrivent jusqu'au pool de l'Europa League, on leur souhaite quand même, parce que de l'Europa Conference League, ne nous trompons pas, parce que ce serait important pour le coefficient belge. Mais là aussi, il y aura de toute façon beaucoup de matchs, même si on joue, on rappelle, en pool de l'Europa Conférence, on joue 6 matchs au lieu de 8 en Champions League ou en Europa League. Mais bon, ça ne change pas énormément. Donc, à un moment, il faudra de toute façon faire une tournoi. Il a les joueurs pour faire des tournois, parce qu'il y a beaucoup de joueurs finalement en Anderlecht. Il y en a trop. Même trop. Ouais. Et qui va devoir partir quand on voit que hier c'est Vasquez qui joue, Bertaccini entre et Dolberg qui était là, qui n'est même pas utilisé. Il y a 3 attaquants de pointe, c'est un peu trop. Ouais. Il faut vendre, mais pas à n'importe quel prix. Donc
en théorie, tout le monde est à vendre à Anderlecht. C'était déjà le cas à l'époque d'Herman van Loosbeek, ça n'a pas changé. Mais il faut que le juste prix soit déposé et ce n'est pas encore le cas. Il y a aussi des joueurs comme Dolberg qui sont très sélectifs quand il y a des propositions. Il se sent bien avec sa famille à Bruxelles, donc il ne dit pas oui à n'importe quelle proposition, surtout quand elles viennent du désert ou d'autres pays exotiques. Mais clairement, le noyau est beaucoup trop étoffé et il faudra vendre. Et il n'y a même pas Simic était aussi sur le banc, lui aussi est courtisé, donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui pourraient encore partir. On parlait du mois d'août, d'ici je crois il reste une grosse vingtaine de jours de mercato. Le noyau pourrait être bien différent encore dans quelques semaines. Oui, parce que niveau rentrant, je crois que maintenant avec Oscan, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Défenseur central gaucher. Il y a le défenseur central gaucher, j'espère qu'il sera rapide, parce que ça c'est vraiment un problème en défense centrale à Anderlecht actuellement. Mais pour le reste, je crois rentrant que Renard a fait les achats nécessaires. Mais sortant, ce sera le boulot principal. Et quand il aura l'argent des transferts sortants, peut-être qu'il va encore faire quelque chose. Julien ? Ouais, moi ça me choque pas qu'il y ait beaucoup de turnover, parce que comme on l'a dit, là c'était votre 4e match en 10 jours, ça va se poursuivre en plus. Mais par contre, ce qui me choque, c'est quand tu dis que Torgan Hazard n'a pas voulu jouer à Haken. Alors certes, c'est un synthétique, mais bon, je crois que ça fait partie du jeu aussi quand on est professionnel, surtout pour un match aussi important où Anderlecht n'avait qu'un but d'avance. Là, c'est une élimination qui plombe quand même déjà le début de saison, et que leur meilleur joueur, justement, de l'effectif, ou du moins de ce début de saison-là, ait refusé d'être titulaire, ou plutôt a demandé à ne pas l'être. Je trouve ça un peu aberrant. Ouais, maintenant, peut-être que Azi l'aurait de toute façon mis sur le banc, ça je ne sais pas, parce qu'il dit aussi je ne veux surtout pas griller mes joueurs, il faut absolument éviter qu'on ait des blessés, surtout parmi les cadres. Donc, et vu que les matchs se succèdent, Torgan a quand même déjà dépassé les 30 ans. Donc, je trouve que c'est pas illogique non plus de le mettre de temps en temps sur le banc. Et oui, c'est vrai que Haken était un des matchs de l'année. Les autres n'ont pas saisi leur chance. Et bon, à Anderlecht, quand on perd un match pareil, c'est un mini tremblement de terre qui se produit. Vas-y Fred. Une des questions au sujet de Hazard, c'est... Si Anderlecht s'était qualifié, la justification de Azi aurait-elle été la même ? Moi, il y a quand même plusieurs choses qui m'étonnent dans la communication pour le moment de Azi. Manifestement, il a dit après le match hier qu'il a mis une équipe avec des joueurs qui ont la tête 100% à Anderlecht. C'est un drôle de message pour les remplaçants. Et alors, son explication de la défaite jeudi soir, il remet beaucoup sur les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Mais lui a fait des changements deux changements après 36 minutes. Donc peut-être que lui aussi, à un moment, s'est trompé dans ses choix. Et j'ai l'impression qu'il est déjà dans une posture où il doit défendre sa place avant de défendre celle des joueurs. C'est vrai qu'à Anderlecht, quand un entraîneur perd d'office, il est ciblé par les supporters. En 2016, on sait tous qu'il est parti sous les huées du public. Donc, il n'a pas énormément de crédit, il le sait. Hein, donc, je le comprends qu'après le match, il va pas dire mea culpa, c'est moi le coupable. Mais il sait aussi qu'il n'aurait pas dû mettre, par exemple, le jeune Vronings à l'arrière droit qui a été mangé par, j'ai oublié le nom du joueur tunisien, mais qui était très très fort. Et donc bon, il s'est quelque peu racheté, mais bon, il faudrait qu'il fasse ses preuves dans chaque match. Et ce jeudi-ci, ce sera de nouveau un des matchs de l'année pour Anderlecht. Mais ce qui est délicat aussi, je trouve, c'est on le savait déjà que Azi, conforté, ça a été une surprise pour à peu près tout le monde. On sait déjà qu'il est fragilisé. J'ose même pas imaginer s'il avait perdu au cercle. Et il faut avouer aussi que son adjoint Edouard Steele, c'est un ancien T1 qu'on pourrait bien voir vite assurer l'intérim et plus si affinité. Ça ne doit pas être évident pour lui aussi de devoir gérer ça en sachant qu'il a peu de crédit et un adjoint qui est prêt à prendre sa place sans lui prêter de mauvaises intentions. Mais bon,
Ouais, je crois que les supporters vont d'abord scander le nom de Biglia avant celui de Steele. Mais au niveau légitime, je comprends. Le passé d'entraîneur, ça serait plus... Et pour éviter tout malentendu, Biglia n'a aucune intention de devenir terrain. Il n'est pas encore prêt, il le dit lui-même. Mais en tout cas, c'est amusant parce qu'on parle déjà de la position d'Asie, alors que finalement, Anderlecht est en tête et va jouer contre Zulte Waregem. Donc il y a une vraie possibilité de faire un 9 sur 9. Comme quoi, Anderlecht reste... C'est là qu'on voit qu'Anderlecht reste un grand club. À quoi et là aussi, je devrais replonger dans les archives pour voir... Le dernier 9 sur 9, c'était sous Hein van Azebroek. Qui avait commencé par un 12 sur 12 avant de s'écrouler. Au rayon des bonnes nouvelles, je trouve par contre pour Anderlecht, c'est ce transfert de Bertaccini, parce que comme tu l'avais mentionné dans ton article dans le daté samedi, il me semble, ça faisait longtemps que Anderlecht n'avait plus acheté un joueur qui performe dans le championnat belge. Et même deux, avec Camara, qui donne directement l'assist, tous les deux décisifs. Mais moi qui suis né en 1993, quand tu étais ado, Anderlecht, ils achetaient les meilleurs joueurs du championnat et c'est là où tu reconnaissais le grand Anderlecht. Et je trouve que ça, c'est un signal qui est envoyé comme ça et c'est rafraîchissant aussi de voir un Bertaccini sous les couleurs mauves. Ouais, et tout aussi rafraîchissant, c'était son interview hier dans la mix zone après le match. Vraiment magnifique, spontané, pas formaté du tout par le club. Ça faisait vraiment plaisir. D'ailleurs, je le disais à notre collègue Sébastien, c'est un peu à la Basseggio, quoi, qui venait dans la zone mixte. Brut de décoffrage, mais... Voilà, magnifique. Mais très sympa. Et en partant, je disais, tu veux marquer combien de buts cette saison-ci disons, j'ai essayé 15 quand même. Un autre aurait dit, je fixe pas. Pas de chiffres, j'en ai en tête. Vraiment, plus que 14 pour Bertaccini. Et on va passer à une équipe qui doit aussi maintenant commencer à se poser des questions au niveau du marquoir. C'est le Sporting de Charleroi. Bon, Julien, on va te donner la parole, même si tu nous as mis un coup de vieux en donnant ton année de naissance. Merci à toi. 93 pour ceux qui n'ont pas entendu. Mais Charleroi, évidemment, ça pouvait avoir une semaine magnifique. C'était vraiment la semaine qu'ils espéraient depuis leur victoire contre l'Antwerp en barrage. Et finalement, il y a la grosse déception européenne. Et derrière, il y a un nouveau match nul. Il n'y a pas encore eu de victoire en championnat. Est-ce que cette semaine, il y a eu Stulic qui a été exclu en plus. Donc, est-ce que cette semaine, Carolo peut faire vraiment mal au Sporting sur la durée? En tout cas, elle aurait pu être catastrophique si ils avaient perdu hier. C'est vrai que jeudi, ça a été un match qui colle à l'ADN malheureusement historique de Charleroi, où on a l'impression qu'ils vont le faire, qu'ils sont proches de le faire, et ça tombe dans l'autre sens. La pièce tombe dans l'autre sens avec un but à la dernière seconde. Mais là, on parlait de calendrier tout à l'heure. C'est vrai qu'aller à Louvain et recevoir Saint-Tron, c'est pas le calendrier le plus abordable, mais c'est pas le pire non plus. Non. Et là, c'est 2 points sur 6. Donc factuellement, c'est vrai qu'on a l'impression que le début de saison est un peu poussif, mais dans les faits... 4 matchs et pas encore de victoire, c'est ça 4 matchs aussi et pas encore de victoire. Mais dans les faits, hier, ils ont sauvé l'essentiel. Et encore une fois, aussi bien à Louvain que contre Saint-Tron, ce Charleroi-là, l'année dernière, aurait perdu ces 2 matchs. Même à Louvain, c'est vrai qu'on rappelle, ils étaient menés de 2 buts à l'entrée du temps additionnel. Donc forcément, il y a de la pression, il faudra gagner à la Louvière, mais tout n'est pas encore catastrophique. Mais après, il y a les problèmes qui se posent, c'est que Stulic, il sera suspendu dimanche prochain. On met qui et qui a encore surtout la fin du mercato, parce que... Qui pourrait encore partir, Julien? Qui partira, à mon avis. Qui est courtisé. Il y a déjà eu des offres solides qui ont été refusées pour Titraoui et Stulic. Mais la direction pouvait se servir du tour préliminaire de Coupe d'Europe pour faire tempérer et les clubs et les joueurs concernés aussi. Parce que forcément, c'était la carotte et ça stimulait tout le monde. Là, il faudra voir, ça va s'accélérer. Il y a aussi Jérémy Pétris qui est fort convoité. Donc, je pense que dans un mois, c'est pas un des 3, c'est les 3 ne seront, à mon avis, plus à Charleroi. Les supporters vont être ravis. Les supporters le savaient, c'est toujours de la même rengaine. S'ils vendent les 3, évidemment qu'ils en vendent un, tout le monde est au courant à Charleroi que ça fait partie du business, c'est logique comme beaucoup de clubs, mais s'ils vendent les 3, ça va. Rick 2000 s'y prépare aussi, il l'a déjà dit dans plusieurs interviews, notamment à nos confrères flamands, notamment sur Titraoui, notamment sur Stulic. Après, c'est vrai que si les 3 partent, ça sera délicat, mais... les 3, enfin peut-être pas Titraoui parce que lui pourrait faire encore une saison de confirmation, mais Pétris c'est quelqu'un il a pas 30 ans, mais il a pas 19 ans non plus, qui a eu un parcours assez fait de bas. Les joueurs sont demandeurs. Les joueurs sont demandeurs. Stulic, il y a un an, on se demandait s'il allait jouer toute la saison avec les Zebra Elite en D1 amateur ou au Motor Lublin en Pologne. C'est vrai.
Et là, ça commence les offres affluent de bons clubs, de clubs qui jouent le titre dans leur championnat ou des grands championnats européens, enfin des formations moins huppées, mais l'occasion de jouer dans des grands championnats, des grands stades, c'est normal aussi pour ces joueurs-là de vouloir aller voir ailleurs, même si dans leur mentalité, en plus, ils sont irréprochables, parce que les meilleurs hier, c'était Petris et Stulic. C'est vrai, Yves. Ouais. Enfin, moi, je crois que ce qui explique un petit peu le match difficile d'hier, c'est aussi, je crois, les 120 minutes qu'ils avaient dans les jambes le jeudi. Parce que Charleroi est quand même une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer des prolongations. Donc, je crois que ça... Et ils ont fini tardivement leur saison aussi, avec ce barrage à l'Antwerp le 29 mai. Donc, il y a eu très peu de vacances aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est un vrai bon match nul hier. Face à une équipe de Saint-Tron, en plus, qui n'a pas tant dominé que ça à 11 contre 10, pardon, en supériorité numérique, je vais y arriver, dans la dernière demi-heure. À part dans le temps additionnel, Charleroi a plutôt bien géré ça. Donc, heureusement qu'il n'y ait pas eu penalty, parce que alors on est de nouveau reparti pour la discussion éternelle. Est-ce qu'il faut donner penalty pour ça non, c'est clair. Fred. Mais moi j'ai l'impression, Julien en a parlé, mais on a l'impression que la saison de Charleroi, elle va se jouer sur le mois à venir et sur la gestion du mercato. Et c'est là où on verra. Il faudra aussi peut-être acheter. Voilà. Il faudra surtout acheter. Il faudra acheter. Oui, mais s'il y a des départs. Encore une fois, sur des postes. Il manque peut-être un peu de créativité au milieu. Je trouve. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que le club, vous travaillerez sur 3 profils. C'est forcément un buteur. Parce qu'on va le voir dimanche, honnêtement. Sans lui, c'est difficile. Et pourtant, il y en a où il y en avait, mais des indésirables comme Youssouf Silla, Mondi Prunier, Daïdaba qui va partir, Ben Boili qui est parti et qui a qualifié son équipe en Conference League avec un doublé. Ironie du sort. Ironie du sort. Mais oui, parce qu'il faudra de toute manière, derrière Stulic, c'est l'arbre qui cache la forêt. On cherche aussi du côté du club un remplaçant à Zorgan, même c'est ça, parce que remplacer Zorgan et Heyman, ça se fait pas en 1, 2, 3. Est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui est d'origine près de Charleroi, qui a un peu les cheveux bouclés en Anderlecht et qui est plus du tout utilisé, qui s'appellerait Théo, je sais plus quoi, Théo quelque chose. Il faudrait changer les numéros, mais c'est vrai. C'est le genre de profil qui serait utile. Un profil de Théo Léoni parce que le club veut aussi se permettre à Etienne Camara de se développer, et Etienne Camara est très bon. C'est lui qui avait poussé Ilema Aretra sur le banc à la fin de son aventure quand 2000 est arrivé. Donc c'est vraiment un bon joueur, mais oui, on cherche un remplaçant à Zorgan, parce que c'est vrai que, comme on dit, on ne remplace pas deux cadres comme ça. On a vu hier avec l'Union que Zorgan a vraiment même le niveau pour jouer le top. Mais il l'a dit lui-même. Il a dit lui-même qu'il voulait faire 1 ou 2 ans avant Il est sûr de lui. Fred, juste pour terminer très rapidement, c'est RAL Charleroi le week-end prochain. Est-ce qu'on a le droit de dire derby ennuyé ou est-ce qu'on doit dire choc ennuyé? Pour moi, c'est un choc ennuyé, puisqu'un derby, c'est deux clubs de la même ville. De la même ville. Donc on parlera de choc ennuyé, en tout cas très sympa et qui donne envie, même si les deux équipes n'ont pas encore gagné. À RAL Charleroi, ce sera un match sympa à suivre le week-end prochain, comme Anderlecht qui jouera contre Zulte Waregem et le Standard qui recevra Genk pour l'un des premiers chocs. On parlera de tout ça dès lundi prochain. En attendant, bonne semaine à tous. DH Football Club. Le décrassage.